Re-bienvenue Charles. Bonjour. Voilà, on est là pour l'épisode 2 du podcast Uni. On est en période de fête, donc évidemment je vais poser la question de comment ça a été les fêtes Charles. Ça a été très bien, j'espère chez toi aussi. Je suis une grande famille, j'ai fait 3 fois Noël et mon anniversaire est le 27. Du coup ouais, c'était beaucoup de fêtes. Joyeux anniversaire. Merci, je deviens vieux. Donc voilà, dans le premier épisode, on a surtout parlé de toi et comment quelqu'un qui a 22 ans a lancé un parti politique et a concrètement fait toutes les étapes pour y arriver, mais on n'a pas parlé vraiment de ce que représente l'Uni et qu'est-ce que vous faites en tant que parti politique. Donc voilà, on va discuter avec un total novice aussi, donc je vais te challenger sur certains mots quand c'est trop compliqué. C'est ce qu'on va voir. Parfait, alors je te laisse. Ouais. Eh bien, donc, on commence où? L'Uni, c'est un parti politique qui a 3 valeurs. Donc, pour nous, c'est l'éducation, la démocratie et l'innovation. Alors, chaque valeur a sa petite histoire. Mais pourquoi ces 3 valeurs? Parce qu'en fait, on veut réussir à créer une société qui est plus prospère, pas seulement matériellement, mais aussi, surtout, dans le bien-être des Belges. Donc, c'est pour ça qu'on a ces 3 valeurs. Où commencer? La démocratie? Non, moi je préfère innovation. Innovation, ok, alors on va commencer directement avec l'innovation. Donc, pour nous, l'innovation, c'est vraiment la manière pour... donc, on va revenir un peu dans le passé de la Belgique. La Belgique était dans son passé un pays qui était très très innovateur. Donc la première et la deuxième révolution industrielle, c'est là où on a vraiment vu où la Belgique était vraiment l'un des premiers à créer les chemins de fer, tout ce qui était vraiment le transport en public. C'est vraiment des trucs qui sont belges. Mais pas seulement ça, le saxophone est une invention belge. Je ne savais pas. Eh bien, la pilule contraceptive aussi. Oh, waouh. Donc, il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui sont de plus en plus intéressants. Enfin, la Belgique a contribué énormément au développement du monde. Et donc, c'est là, en fait, que nous, on veut revenir un peu dans le passé et voir, OK, comment est-ce qu'on a réussi à justement être une force motrice, innovatrice, comme on était dans le passé. Et donc, pour nous, l'innovation, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne justement la possibilité aux personnes d'avoir plus de droits eux-mêmes, de droits sociaux, mais aussi plus de droits matériels. Donc, c'est-à-dire ne pas, quand on parle par exemple des handicapés, pouvoir vraiment vivre une vie qui est digne en tant que quelqu'un qui est justement qui a des difficultés de mobilité. Donc, l'innovation, c'est vraiment un très très grand terme, et pour nous, il y a tout là-dedans. Donc, c'est le travail, c'est l'économie circulaire, c'est aussi l'efficacité. Donc tout ça, pour nous, c'est l'innovation. Donc ça va être un des plus grands thèmes de notre, notre parti. Ouais, tu sais que je suis un homme start-up, j'ai que fait les start-up de ma vie, donc tu dis innovation, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là de base. Tu dis qu'on innovait dans le passé, hein, qu'on était les chemins ferroviaires, la pilule contraceptive, mais concrètement dans le futur, parce qu'on ne va pas réinventer des chemins de fer. Moi, je vois du côté start-up, c'est qu'il y a des gros investissements dans le monde biotech, médical, mais aussi SaaS et technologie. Est-ce que ton idée de l'innovation, ce serait rendre ça plus facile de lancer une start-up ici ou Exactement, c'est ça. Ok, ça serait un des piliers. Parce que le truc, c'est, on voit qu'aussi chez les Belges, il y a cette envie d'entreprendre. Donc, même aussi surtout chez nous, les jeunes, je vois ça énormément. Il y a des personnes qui veulent justement créer un business, etc., créer une ASBL. Et c'est ça nous, on veut pousser ça. En fait, pour la Belgique, une Belgique qui est forte, c'est une qui a le plus de possible de petites entreprises qui, elles, justement, peuvent fleurir et devenir des entreprises qui sont internationales. On connaît ça avec Solvay il y a 100 ans, 200 ans presque. C'était vraiment une petite entreprise qui est maintenant une des plus réputées de la Belgique. Et donc c'est ça en fait qu'on veut revenir un peu. On veut revenir dans cette idée d'innover. Et pour cela, il faut ouvrir la barrière à la jeunesse. Donc c'est-à-dire, il y a pour le moment énormément de coûts qu'il y a pour payer, pour devenir une entreprise. Eh bien tous ces coûts, pourquoi pas les enlever pour les jeunes? Pourquoi? Parce que si on enlève ces coûts, eh bien il va y avoir plus d'entreprises. Et donc s'il y a plus d'entreprises, des gens qui vont travailler, etc., ça veut dire que justement ça va rapporter dans les caisses de l'État. Donc, moi je suis hyper d'accord. Hein, donc moi dans ma première start-up, quand je suis arrivé on était 3, je suis parti on était 35. La seule raison pour laquelle on a pu croître, c'est parce qu'on avait déjà des institutions ici en Belgique, par exemple la WEX, que si on va essayer de s'exporter, on doit aller faire une conférence, ils vont rembourser nos coûts. Donc, toi tu veux aller une étape plus loin et faire, si vous êtes jeune, en fait on va rembourser
tous vos coûts, d'une certaine façon. Pas... Surtout le début. Donc là, par exemple, ta petite start-up, elle était déjà créée. Oui. Et donc c'est là où elle était remboursée. Frais de notaire et tout. Oui. Voilà, nous c'est vraiment ces petits frais, ou bien c'est surtout les frais de lancement où on doit donner quelque chose de 300 € au moniteur belge. C'est des petits trucs, hein. Mais si on veut donner l'opportunité dans tous les quartiers de la Belgique, donc pas juste les quartiers riches, etc., eh bien alors il faut vraiment pousser ça chez tout le monde. Donc dire aux personnes, ok, vous pouvez commencer avec 5 € dans votre poche et créer une entreprise. Et c'est ça, cette mentalité qu'on a besoin en Belgique. Non, j'aime bien. Spécialement que, allez, 700 € pour les frais de notaire, juste pour lancer, pour certains c'est rien, pour d'autres c'est un frein énorme. Mais ce qu'on a, parce que tu sais qu'énormément des startups échouent très rapidement, parce qu'ils ne répondent pas spécialement à un besoin, il faut aussi un changement de culture, en mon opinion. Hein. Oui. Aux États-Unis, si tu lances ta startup et tu fais faillite 2 fois, en fait, la 3e fois, tu es plus propice à avoir de l'investissement parce que les investisseurs vont te regarder en mode ok, lui il sait ce que c'est lancer une entreprise. Alors qu'en Belgique, tu te lances, tu te foires et tu retournes à la banque demander un prêt, vois ce qui se passe. La banque va te regarder en mode jamais. Ouais. Oui, mais c'est exactement ça qu'en fait qu'il faut aussi changer. Donc il y a le côté politique et puis il y a le côté sociétal. Et donc, dans notre vision d'Uni, on peut changer la société via la politique, mais la politique peut aussi être changée via la société. Mais dans ton cas ici, c'est le contraire. Donc, c'est-à-dire que d'abord, il faut parler aux banques, enfin, il faut qu'il y ait un changement dans tout ce qui est prêt, etc. Et on voit aussi avec les taux d'intérêt qui sont en train de monter, bon, ça va être de plus en plus difficile. Eh bien, nous, on doit donner encore une fois, on va revenir sur cette question. On doit redonner de l'espoir aux jeunes entrepreneurs, et c'est-à-dire de dire, ok, eh bien, ce qu'il y a aux États-Unis, il y a des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais par exemple celle du business, de créer une entreprise, ben ça, on veut aussi en voir en Belgique. Et c'est ça qu'on avait dans le passé. Donc en fait, on n'est pas en train d'importer quelque chose des États-Unis, on est juste en train de révitaliser quelque chose qu'on avait déjà avant. Non, mais j'adore. Si on peut retourner à vraiment l'esprit de ce pays qui voulait entreprendre et voulait aider les jeunes, même si tu te vois. Et c'est vraiment cet esprit d'un pays qui veut. Oui. Et voilà, c'est ça qu'on veut avoir avec l'Uni. Mais du coup, moi je me souviens qu'en secondaire, il y avait une classe qui s'appelle les mini-entreprises. Donc vraiment, l'objectif c'était de lancer un certain produit à très basse échelle et commencer un petit business plan, moi ce que j'adorais. Ensuite, tu fais un double master en création d'entreprise et là, tu es présenté aux incubateurs. Mais quand moi je veux parler à des proches à moi ou des amis qui n'ont pas fait ce parcours-là, je dis incubateur, ils ne savent même pas ce que c'est. Parce que si on dit concrètement comment on va revitaliser ce pays et parier sur l'innovation, c'est ça, ça doit être, on est introduit aux nouvelles technologies jeunes, on est accompagné jeunes et vraiment on a des incubateurs qui sont gratuites. Quoi. Et là on commence à venir sur le côté de l'éducation. Parfait, vas-y, ouais. Parce que là, donc il y a le côté de l'innovation, on n'a pas encore parlé de l'économie circulaire, mais on peut en parler dans un prochain Oh, j'adore, j'ai écrit un business plan de 240 pages là-dessus. Ah bah ok, bah alors peut-être que je vais apprendre de toi justement ce qu'il faudrait. Donc on commence à... Donc il y a énormément de choses dans tout ce qui est innovation. Il y a aussi combien d'heures est-ce qu'on devrait travailler en Belgique, parce qu'avec la 4e révolution industrielle, avec tout ce qui est AI, donc le machine-to-machine learning, on va voir que vraiment, il va y avoir énormément de d'emplois qui vont partir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'État devrait taxer justement les robots pour essayer de refinancer d'abord l'État, mais aussi d'avoir une concurrence qui est loyale. Enfin bref, donc là, on a vraiment énormément de questions sur la question de l'innovation. Mais donc on revient sur la... Ouais, mais on fera tout un podcast là-dessus, hein, par contre. Si on fait économie circulaire et IA et impact sur le travail, négation. Oui. En plus, c'est vraiment des topics qui sont pour le futur, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait avoir même un podcast directement sur le futur de la Belgique et après parler directement sur l'innovation. Bref, donc on revient sur l'éducation. Quel est le problème avec la Belgique aujourd'hui? Dans l'éducation? Non, juste, quel est le problème avec la Belgique? Moi j'aurais dit le problème avec la Belgique, même si c'est vraiment un pays prospère, où on a vraiment des soins médicaux qui sont avancés, on a des écoles qui sont présentes, c'est une espèce de léthargie, j'ai l'impression, une espèce d'abandon dans la croyance qu'on peut créer vraiment une Belgique incroyable. Là j'ai l'impression que tout le monde est juste content avec ce qu'on a et on aime bien râler sur l'État, on aime bien râler sur nos voisins, mais on veut rien changer. C'est comme un homme de 50 ans qui a abandonné, quoi. Ouais. On ne veut rien changer. Alors moi, maintenant, je vais venir avec ce que l'Uni pense. C'est qu'on a justement beaucoup trop mis les personnes contre elle. Et donc, justement, cet espoir de vouloir faire quelque chose de nouveau, eh bien, on n'a plus ça. Parce que si on pense en tant que Flamand, en tant que Bruxellois, en tant que Wallon, alors on veut pas revivre.
Et c'est là où on va sur la question de l'éducation. Quelle est la force motrice de la Belgique? C'est la richesse de langue. La Belgique est un pays qui, avec son port d'Anvers, c'est vraiment la porte de l'Europe. Donc pas justement le port, mais aussi toutes les institutions européennes. Et donc ça veut dire que bien qu'ici on est à Bruxelles, donc ici c'est vraiment la capitale de l'Union européenne et presque la deuxième capitale du monde, partout dans la Belgique en fait on devrait vraiment avoir cet enrichissement de langue. Et ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'en Flandre il y a 75% des Flamands qui savent parler le français, mais au sud du pays, en Wallonie c'est que 20%. À Bruxelles, c'est que 16%. 16%. Oui, non, et c'est triste. Pourquoi? Parce que le Bruxelles, avant, c'était vraiment, encore sur papier, c'est vraiment la région qui doit être bilingue. Tweetalig Bruxelles. Mais aujourd'hui, on n'a pas du tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que toutes les personnes qui ne savent pas parler néerlandais, eh bien, ils n'ont pas cette possibilité d'aller travailler ou bien trouver, je dis quelque chose, trouver des nouveaux liens sociaux, etc., dans le nord du pays. Et donc là, on va revenir un peu sur la question de l'éducation, sur l'apprentissage de la langue. Pourquoi est-ce que c'est si important dans la Belgique? On est déjà un petit pays. Donc si on est un petit pays et maintenant on se factorise encore plus, je dis en anglais, la Wallonie, c'est boxed in. Donc ça veut dire qu'en fait, la Wallonie, vu que l'État wallon ne voulait pas donner des cours en néerlandais obligés aux étudiants, ça veut dire qu'on a créé des générations qui ne savent juste pas parler néerlandais. Et ce qui est triste avec ça, c'est que justement ces opportunités d'aller travailler dans le nord du pays, eh bien, elles ne sont plus là. C'est vrai, mais j'ai envie d'aller dans le concret, parce que toi, tu parles d'un cas de la Wallonie, avec 20% qui parlent le néerlandais. Moi, j'ai eu 6 ans de néerlandais. Je parle pas un mot. Hein. Mais c'est ça aussi le problème. Pourquoi? Parce que le niveau est mauvais. Et que pour moi, on m'a fait apprendre des pages et des pages de vocabulaire par cœur. Tout le monde détestait les cours de néerlandais, parce que c'était du par cœur, alors que moi, j'ai rencontré des gens qui sont polyglottes. Et que la façon dont ils ont appris, c'est qu'ils ont des liens sociaux avec des gens dans cette langue. Du coup, ils sont quasi obligés de parler cette langue. Petit à petit, ils gagnent en confiance. Puis ils vont regarder des films, écouter la radio dans cette langue-là. La musique aussi. Même chose. Et c'est là où, en fait, pour l'Uni, il faut avoir un échange d'étudiants dans le pays. Donc, entre l'âge de 14 et 17 ans, et pas juste entre la Flandre et la Wallonie, mais aussi avec nos amis germanophones belges. Pourquoi? Parce que justement, comme ça, on crée des liens sociaux et on donne aussi cette envie, cette obligation de sortir un peu de chez soi et de parler en néerlandais, en français et en allemand. Et ça crée justement, ça crée l'union parce que justement, on est obligé d'être inclusif avec les personnes qui sont des autres communautés dans la Belgique. Donc ça, c'est le début. Donc ces liens, donc ces échanges entre les étudiants, c'est vraiment quelque chose que l'Uni veut avoir. Et puis, il y a vraiment cet apprentissage de la langue qui doit être beaucoup mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est avoir, par exemple, des profs de néerlandais qui viennent dans l'enseignement francophone. Eh bien, pourquoi pas avoir des profs qui, justement, qui apprennent leurs cours, etc., en Flandre. Et qu'on ait donc des Flamands qui viennent apprendre aux francophones le néerlandais. Même chose pour les cours de français en Flandre. Et les cours d'allemand aussi. Donc, comme ça, on peut vraiment créer un peu une union sur la base de... Oui, non, je suis d'accord. Du coup, ce que tu es en train de dire, ce serait un échange des professeurs entre les deux régions pour que les niveaux de langue augmentent, mais aussi un échange quasi obligatoire entre 14 et 17 Oui. qu'on aille. Parce que moi, j'aime bien ça, parce que si tu as des liens sociaux avec des personnes qui sont en Flandre et naturellement tu parles flamand avec eux, ton niveau de néerlandais, il va être beaucoup plus haut que si tu apprends un livre par cœur et tu parles une fois à ton examen. Quoi. Oui, et aussi, imaginons que tu viens je vais dire quelque chose, tu viens de Namur en Wallonie. Et maintenant, tu vas à Anvers. Eh bien, ça te crée aussi d'un coup des nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce que maintenant, ça fait 2-3 mois que tu es à Anvers. Tu as peut-être 15 ans, mais bon, tu as terminé tes études, tu reviens à Anvers. Tu sais qu'il y a des personnes qui t'aiment, etc. Donc, ça crée vraiment un lien, ça tisse un lien social qui est bien plus fort que juste dire, OK, il faut faire ces petites dictées en néerlandais, etc. Qu'on oublie après quand même. Oui, et on a... Un des bénéfices de la Belgique, c'est qu'on est si petit. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'avais un ami, il dit, OK, on va juste aller dans la ville à côté. C'était 1h30 en voiture, et pour lui, c'était rien. Et il allait voir un ami à 1h30. 1h30, on fait quasi tout notre pays. Oui. Il faudrait en profiter, comme tu dis, et faire ces échanges, avoir des groupes sociaux, commencer à consommer nos médias comme ça, et oublier cette façon un peu archaïque d'apprendre une langue. Quoi. Parce que s'ils ne s'amusent pas et ne savent pas l'utiliser, ils vont l'oublier. Ouais. Non, mais c'est ça. Et le problème, c'est que en fait, les problèmes de la Belgique qui sont plus donc, sur la démocratie, donc les problèmes entre les Flamands et les Wallons, enfin, c'est ce que les partis veulent nous faire croire,
Eh bien, c'est créé en fait parce qu'il n'y a pas assez de compréhension de la langue. Parce que si maintenant tous les francophones du Sud et de Bruxelles savaient parler aussi le néerlandais et iront parler, je dis quelque chose, on va à la côte et on parle en néerlandais, quelque chose comme ça, eh bien les Flamands qui habitent là-bas, les Flamands belges, ils n'auraient pas de problème. Et c'est ça qu'on voit en fait, c'est si on apprend la langue aux francophones, le néerlandais aux francophones, eh bien on ouvre vraiment, on arrête cette envie de tout le temps se casser entre nous, etc. Et donc c'est ça un peu qu'on veut avoir. Parce que la même histoire peut aller aussi pour un Flamand qui vient dans le sud du pays. S'il veut aller dans la maison communale, on ne peut pas parler néerlandais. Et alors qu'est-ce que ça donne comme image? Ah ben eux, ils veulent aussi pas nous écouter. Même chose, moi j'habite à Overijs. À Overijs, on ne peut que parler le néerlandais dans la maison communale. Pourtant, il y a 3 langues officielles. Donc même si tu es quelqu'un je vais dire quelque chose. Tu es un Indien, tu viens ici, tu dois apprendre le néerlandais avant d'aller dans la maison communale, mais c'est pas possible. Absolument. Ou bien tu dois venir avec un traducteur. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Encore de l'inefficacité, etc., etc. Tu as dit quelque chose d'intéressant, parce que moi j'ai l'impression que notre société, de tous les fronts, pousse la division, que ce soit à travers nos médias, que ce soit à travers nos réseaux sociaux. On essaye de se battre entre races, entre genres, et ici, dans notre pays, entre régions. Et que moi, en parlant avec les gens qui sont autour de moi ayant vécu ma vie ici, j'ai rarement entendu un Wallon dire non, mais moi, j'aime pas du tout les Flamands, et vice-versa. J'ai l'impression que c'est beaucoup poussé dans les médias. C'est poussé par les médias et par les partis politiques. Mais pourquoi? Et tous les partis politiques, en fait, jouent un peu le même jeu. Donc, le N-VA et le Vlaams Belang, nous, on est un peu l'antithèse de la N-VA et du Vlaams Belang. Parce qu'eux, ils disent, on n'aime pas les francophones parce qu'ils ne travaillent pas, etc. Ils n'apprennent pas notre langue, etc. Ah, ça nous énerve. Donc, en fait, il faut créer encore plus de séparation. Comme ça, nous, on peut rester vraiment cachés dans notre petit truc. Je vais donner un exemple après sur comment est-ce qu'on pourrait même faire la même thèse sur Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de Flamands et de Wallons qui viennent aussi travailler à Bruxelles. Bruxelles pourrait dire la même chose. Nous avons 20% de chômeurs dans nos jeunes, et bien on va aussi dire on va arrêter d'inviter tous les Flamands et les Wallons à Bruxelles. Mais ça pour l'UNI, c'est justement la mauvaise réponse. Nous, la réponse, c'est via l'éducation, c'est via l'apprentissage des langues. Et c'est là où en fait les autres partis traditionnels font en fait partie du problème, parce que la ministre maintenant de l'éducation PS, qu'est-ce qu'elle a fait pour apprendre plus le néerlandais aux jeunes francophones? Pas du tout. Mais rien. Voilà, c'est pour ça que mais donc c'est ça le problème. On a vraiment les partis du MR, du PS, des écologistes. Ils sont tout le temps dans le gouvernement, mais après ils font rien pour apprendre justement pour vraiment créer le lien. Donc la N-VA et le Vlaams Belang sont la réponse à un manque de langue dans le sud du pays. Et c'est ça que l'UNI veut justement combler. Mais du coup, concrètement, parce que moi je me mets en tant que professeur qui est sous-payé, qui doit travailler des longues journées, qui au final, après sa journée, doit corriger des interros, et puis j'ai un politicien qui arrive et qui va me mettre encore plus la pression. En plus, je vais devoir me déplacer à l'autre bout du pays pendant 2 mois. C'est concrètement comment on va utiliser, quel est l'outil? Est-ce qu'on va utiliser les profs ou on va rajouter un autre élément? Mais déjà, en fait, le problème, c'est on a l'éducation en elle-même est régionalisée. Ouais. Donc ça veut dire que ce que toi tu apprends dans ton cours d'histoire en Flandre est différent que ce qu'on apprend dans le cours d'histoire en Wallonie. Et déjà ça, en fait, l'UNI va un peu changer. Donc si on veut encore tout le temps garder un peu l'éducation régionale, ok, pour quelques années, pour nous ça nous va. Mais il faut commencer vraiment à donner un peu des minima au national. Donc, par exemple, le nombre de langues qu'il faudrait avoir dans une semaine de cours, combien est-ce que ça devrait avoir, enfin, combien est-ce que ça devrait être. Eh bien, ça, c'est toutes des questions qu'on voudrait remettre au national. Et ça veut aussi dire qu'il va y avoir beaucoup plus de questions, donc aussi liées aux profs, etc. Par exemple, le pacte d'excellence qui met un énorme stress sur les profs francophones, s'il n'y a pas ce même pacte en Flandre. Donc, il faut vraiment, nous, on croit dans une éducation qui est beaucoup plus nationale. On apprend la langue du néerlandais beaucoup plus en Flandre et on a la langue du français beaucoup plus en Wallonie, à Bruxelles. Bruxelles, c'est vraiment un peu les deux côtés. Donc le flamand et le français, même si aujourd'hui on voit que c'est vraiment surtout le français. Mais donc on revient un peu sur cette question de, ok, si on renationalise la question de l'éducation, redonner des chances à tous les Belges via l'éducation, eh bien ça va aider notre système éducatif. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas politicien, mais je suis quand même psy de formation. Et une idée, plutôt que juste utiliser les profs, c'est... Moi, par exemple, j'étais en Inde juste après mes études. Ouais, je me suis fait ami avec un Allemand qui s'appelait Pascal,
il parlait quasi pas anglais. On parlait vraiment au langage des signes, mais on est devenus meilleurs amis. Et puis on a décidé après l'Inde d'aller à Londres. Franchement, il a trouvé un travail en anglais, en 2 mois il était bilingue. Pourquoi? Parce qu'il avait des amis en anglais et il avait surtout un patron qui lui parlait qu'en anglais. Et quand tu as un patron qui crie dessus en anglais, Oui. tu veux le comprendre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire dans notre éducation, on a la partie ce que tu apprends dans les cours, mais on veut une mixité d'amis entre wallons et flamands. Parce Oui. qu'ils vont avoir tendance, vu qu'ils ne parlent pas la même langue, de se mettre chacun de leur côté, mais dès qu'ils vont tisser ces liens, d'un coup, les langues vont s'élever. Oui, et là, là c'est le troisième pilier. On veut avoir beaucoup plus d'interclubs. Donc ça veut dire que ton école ici, je vais dire quelque chose, ici on est très proche du Collège Saint-Michel, eh bien ça va être un club de foot, il va y avoir un club de basket, et il va justement y avoir des compétitions entre les écoles, etc. Et ça va être des compétitions nationales. Pourquoi? Parce que justement, alors on est en train de créer justement J'aime bien. avec par le biais du sport ou bien de la musique ou d'autres activités, on met les Belges un peu ensemble. Et après, si par exemple, je vais dire quelque chose, s'il y a une équipe qui est en train de gagner ici et qu'il y a une autre équipe qui veut justement les combattre, eh bien ça fait un peu, ça crée des liens entre les écoles aussi. Donc c'est chouette de faire par le biais de tout ce qui est les activités extrascolaires, aussi venir avec cette question de ok, comment est-ce qu'on peut avoir plus de liens sociaux entre les flamands, les francophones et les germanophones. Et c'est ça la Belgique, parce que la Belgique, on est 3 langues, mais 3 langues unies. Il y a ce proverbe latin qui dit I pluribus unum. Et donc ça veut dire nous sommes plusieurs, mais nous avons un goal. Et c'est la Belgique alors. Mais moi, je pense que c'est une idée géniale et ça ferait du bien au pays. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que ces interclubs et la mixité entre nos régions et nos enfants qui sont à l'école devraient être facilités par des experts dans les dynamiques sociaux qui existent. Parce qu'on va les mettre ensemble autour du sport. Les barrières de différence vont tomber parfois et parfois elles vont être renforcées. On imagine un interclub où c'est que les clubs flamands qui sont en train de gagner. Tu vois, le risque qu'il peut avoir, alors que si tu as des adultes formés là pour calmer l'enjeu et continuer à faire regarder, c'est comme un sport. Au final, la compétition, on n'y gagne rien, on est là pour être ensemble, ça va aider, tu vois, juste pour éviter les clashs que moi je sais on peut avoir au sport. Exactement, mais ça vient juste pas, c'est pas juste avec le sport. Donc notre idée c'est avoir vraiment un plan sur l'éducation qui est beaucoup plus national. Donc ça vient avec les liens, donc les changements les échanges pour les étudiants de 2-3 mois. Donc pendant 2 mois, tu vas alors aller en Flandre si tu es un francophone, ou vice-versa avec, si tu es un flamand dans la Wallonie. Et donc, on veut vraiment créer des liens sociaux, et ça vient avec différentes étapes. Donc, il va y avoir des trucs on va se dire, ah, j'aime pas cette personne, etc. Mais ok, ça fait partie aussi du jeu. Et c'est ça, la Belgique, justement, on peut faire un peu de compétition entre nous. Après, la compétition, c'est aussi la règle du marché. Est-ce que la compétition, c'est un truc mauvais en soi? Non. Non. Avec la compétition, on se développe soi-même. Donc, on se développe aussi sa petite communauté. Je dis quelque chose, on peut être une école dans le Limbourg et personne ne nous regarde. Mais après, on a une des équipes la meilleure en natation. Et bien voilà, maintenant on va regarder cette école dans le Limbourg. Donc, on peut vraiment créer dans la Belgique cet espoir de... Ok, on veut former plus de savoir-être dans les écoles. Moi je suis tout pour la compétition, spécialement quand ça éveille quelque chose en soi et surtout quand on doit le faire avec des camarades et on va pour le même goal. Vu que tu parlais d'innovation et qu'on va quand même essayer des nouvelles stratégies en éducation, quelque chose qui n'a pas encore été essayé, imagine que plutôt que juste avoir une équipe en Flandre qui va être contre une équipe en Wallonie, pour un certain tournoi national, la moitié de l'équipe flamande va être enlevée et va être remplacée par des Wallons. Donc ils doivent travailler ensemble. Voilà. Ce serait une scène. Mais c'est toutes des questions qui sont vraiment innovatrices qu'on peut ajouter dans ce programme électoral qui va être vraiment un programme pour toute la Belgique. Donc, ça serait dingue. Ouais. Oui, d'avoir des francophones et des flamands qui sont ensemble. Et après, là, on doit apprendre la langue. Donc peut-être que dans un club, ça va être le français qu'on va apprendre, dans l'autre club, ça va être le néerlandais. Parce que quand tu as envie de gagner, tu vas devoir communiquer à tes amis, tu vas même trouver une mixité, genre une demi-langue entre les deux. Non, exactement. Super idée, et ça revient sur ton point qui dit comment est-ce qu'on apprend une langue. C'est pas juste avec les petits mots de vocabulaire, c'est vraiment les liens sociaux. Et quand on fait ça, ça va être beaucoup plus fort. Si on prend le sport, ce sera
quand tu vas boire une bière après avec justement ton équipe qui est maintenant mixte et tu vas devoir parler, tu veux t'amuser avec les autres et si tu le fais continuellement, c'est... Ouais. Oui, ça doit pas, et encore une fois, ça ne doit pas juste être dans le sport, le théâtre, tout ce qui est, on peut faire la danse, etc. Toutes ces activités qui sont extrascolaires, que moi je trouve qu'ils devraient aussi être beaucoup plus accessibles, donc gratuits aux jeunes enfants. Donc il faut, et là on revient un peu encore sur le point d'éducation, il faut investir dans la jeunesse. Et si on investit assez d'argent dans tout ce qui est les activités extrascolaires, etc., on peut créer une jeunesse qui elle veut avoir quelque chose. Donc recréer cette génération qui veut en Belgique. Et du coup, si je comprends bien, hein, si tout fonctionne et Uni a vraiment un poids dans notre pays, ce serait des jeunes multilangues qui s'entendent avec l'autre côté de notre pays parce qu'on est devenu un pays qui commence à être entrepreneurial beaucoup plus jeunes, ont des subsides et sont encouragés à lancer leur entreprise. Exactement. Parce que ça, c'est une belle vision. Ouais. Mais c'est ça, l'Uni, c'est ça. C'est vraiment cette envie de donner à la jeunesse de la Belgique, donc le futur de la Belgique, cette envie d'avoir plus. Mhm. Et constitutionnellement, comment on y arrive? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de changements dans notre pays par l'Uni pour qu'on arrive à cette vision-là. Oui, eh bien, où commencer? Donc, on a notre premier pilier, c'est la démocratie. Et pourquoi la démocratie? Parce que dans la Belgique, la démocratie, c'est notre moteur. Et dans tous les systèmes, le moteur, s'il va bien, on a un bon système. Donc, regardons dans les pays comme le Danemark, la Scandinavie, enfin, la Norvège, etc. C'est des pays qui sont démocratiquement très sains. Et quand on vient ici en Belgique, est-ce qu'on est démocratiquement très sain? Moi, je dirais non. Et pourquoi? Parce qu'on a énormément, pour le moment, on a créé des partis qui sont très très forts. Et donc, en fait, c'est très difficile de les déloger. Oui. Et ça veut dire qu'il y a justement de plus en plus de corruption dans ces vieux partis. Il y avait ça dans le passé dans le CDNV. Le CDNV, c'est les chrétiens démocrates en Flandre qui avaient tout le temps le plus grand nombre de voix en Flandre. Et eux ont été délogés par la NVA et par le Vlaams Belang, ce qui est assez intéressant. Le Vlaams Belang existait déjà avant, mais vraiment par la NVA. Et il y a aujourd'hui beaucoup moins de corruption en Flandre. Il y en a encore tout le temps. Mais quand on regarde dans le sud du pays, c'est là où on voit vraiment la corruption. Le MR, le PS, etc. C'est tous des partis où on entend chaque semaine, hein, la Marie Arena. C'est une eurodéputée on a trouvé de l'argent dans justement... Oui, j'avais entendu ça. Voilà, dans l'appartement de son fils, des centaines de milliers d'euros. Mais il y avait ici à Bruxelles, nous sommes ici à Bruxelles, il y avait Yvon Mayer qui était le bourgmestre, je pense que c'est Yvon Mayer, si ce n'est pas, excusez-moi. Mais il y avait le bourgmestre de Bruxelles qui lui aussi, ou bien le président de la région de Bruxelles, qui lui aussi, il piquait de l'argent de sa vie sociale, 600 000 euros. Mais c'est ça qui fait mal parce que la Belgique est justement un pays très riche. Mais la démocratie, elle est devenue pauvre, tandis que les partis et les personnes qui travaillent dans la démocratie sont devenues très riches. Et donc c'est ça qui est très triste parce qu'on a tellement de potentiel, mais on a une inefficacité qui vient en fait de ce clientélisme, de cette corruption, etc. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est d'abord vraiment on veut bousculer un peu ce système qui est de la corruption. Et comment est-ce qu'on fait ça? On est nouveau. On ne vient pas dans les partis politiques. Je ne suis pas dans le MR, je ne suis pas dans le PS, je ne suis pas dans la NVA. Et donc ça veut dire qu'on peut pas vraiment être déjà tissé les liens avec toutes les corporations, avec toutes ces questions on entendait maintenant avec les Chinois qui venaient corrompre quelques membres du Vlaams Belang. Ah, oui, oui. Bref, il y a énormément. Ce qui est triste avec la Belgique, c'est qu'on a vraiment tellement de potentiel démocratiquement parce qu'on a tellement de différentes langues, etc. Donc ça nous donne là cette possibilité d'être un pays où tout le monde nous regarde et on ne se dit pas « Ah, les Belges, ils sont tellement divisés », mais « Ah, ils parlent 3 langues et ils sont tellement unis ». Et c'est ça que nous, on veut avoir en Belgique. Ok, mais moi, parce que des partis politiques corrompus, on en aura dans tous les pays au final. Moi, je ne suis pas sceptique, mais comme tout le monde qui est un peu dans ma génération, on regarde le politique pas avec confiance, parce qu'on a l'impression que dès qu'un parti devient assez grand, c'est inévitablement corrompu. Comment est-ce que l'Uni va être différent? Est-ce que vous proposez plus de transparence? Est-ce que vous proposez quelque chose qui fait que c'est impossible, la corruption? Oui, parce que par exemple, nous, on veut justement prendre les meilleures idées, par exemple dans la Scandinavie. Est-ce que c'est la Finlande? C'est la Finlande, exactement. Qui dit que la première ministre, si elle va acheter une barre au chocolat, elle doit le donner, elle doit montrer aux autorités qu'elle a justement acheté une barre de chocolat. Imaginons qu'on ait ça en Belgique.
Alors, Pas ça en Belgique? non, mais Non, non. mais c'est une bonne idée du coup. Ouais. Mais imaginons qu'on a ça, et surtout qu'en Belgique, donc on donne énormément, les députés gagnent beaucoup d'argent. En soi, c'est pas un problème parce que si tu as un député qui reçoit tout plein d'agressions, etc., je pense qu'il y a aussi le travail des députés qui est un travail très important. Mais il y a tous les fonctionnaires qui sont à côté, etc. Et donc en fait, le système belge vole, enfin c'est pas qu'il vole, mais il absorbe beaucoup d'argent tandis qu'il ne produit pas beaucoup démocratiquement. Et donc nous, pourquoi pas avoir ce système d'anticorruption qui est comme les pays scandinaves, où voilà, il faut vraiment donner tout, dire où on dépense tout notre argent. Et qu'est-ce qu'on va créer avec ça? On va créer de la confiance avec la population. Et quelqu'un va me dire, ok, mais ça veut dire qu'on va avoir besoin de 50 fonctionnaires qui vont checker toutes les questions, etc. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on va faire ça avec les fonctionnaires? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des citoyens, des comités de citoyens qui vont regarder les dépenses des politiciens? Pourquoi? Et c'est là le deuxième point de la démocratie. Nous voulons avoir beaucoup plus de participation citoyenne. Et donc, dans ces communautés, c'est le début. Mais même chose dans les pouvoirs locaux. Nous, on voudrait justement qu'il y ait 5 à 10% des budgets locaux qui soient donnés aux associations de citoyens qui font quelque chose dans la communauté. Moi, je pense que c'est une super bonne idée. En plus, on a déjà un modèle qu'on peut littéralement copy-paste. C'est pas inventer une idée à partir de rien. Et on veut faire participer les citoyens dans la vérification des comptes des députés. Oui. Donc, ça, c'est génial. Donc, ce qui est beau avec ça, c'est que c'est pas seulement un contrôle. Parce qu'on peut, en soi, les personnes qui contrôlent peuvent aussi être corrompues à la fin. Mais ça vient du citoyen même. Donc, en fait, le citoyen n'a rien à gagner d'avoir des politiciens corrompus. Oui. Et donc c'est là en fait on crée une balance de contrôle entre les partis politiques, le politicien et les citoyens. Et c'est ça qui est bien parce que si le citoyen il sait voir justement ok où est-ce que le politicien dépense son argent ou bien d'où est-ce qu'il reçoit son argent, eh bien ok, ça veut dire que le citoyen va avoir beaucoup plus de confiance dans le politicien. Et c'est comme ça qu'on renoue vraiment cette idée du politicien qui parle pour la population. Et tu es en train de dire que le système gouvernemental belge est lourd financièrement et puise beaucoup d'argent sans en donner. Est-ce que notre unification diminue en fait le coût de nos fonctionnaires? Exact. Ouais. En fait, aujourd'hui, on a l'État fédéral où il y a le Parlement fédéral, 150 députés et 75 sénateurs. En dessous de ça, il y a trois régions où il y a environ, la Wallonie c'est 75, entre 75 et 128 députés dans ces trois régions. Donc déjà, ça nous coûte de l'argent. Puis, il y a encore les trois communautés. Donc la communauté francophone, germanophone et néerlandophone. Et donc, on a déjà tellement de gouvernements ici, et ça, on n'est pas encore dans le côté local. Ouais. Donc en dessous de là, il y a les provinces. Et moi, je suis en faveur des provinces. Pourquoi? Parce que dans chaque province, il y a entre 200 000 et 1,8 million de personnes. Et les provinces, c'est un peu le côté qui est entre le national et la commune. Et maintenant, on rentre dans la commune. Il y a plus de 500 communes en Belgique. Nous, on est en faveur d'avoir une simplification des communes. Donc, c'est-à-dire que d'avoir des 500 communes, quelque chose comme 175. Donc, regrouper des communes trop petites en une grosse commune. Oui, exactement. Okay. Et pourquoi? Parce qu'alors, on peut avec les ressources qui sont donc communes, eh bien, on peut créer beaucoup plus d'avantages pour les citoyens. Donc, maintenant, par exemple, la plupart des personnes qui doivent aller travailler ne peuvent pas avoir des rendez-vous avec la commune. Pourquoi? Parce qu'ils ferment une heure à 4 heures, enfin ils ferment à 4 heures et puis on ne peut pas venir. Eh bien nous, on propose justement, et ça va aussi être pour les élections locales d'octobre 2024, donc pas en juin mais en octobre, nous on veut avoir cette possibilité dans les communes d'être ouvert jusqu'à 6, 7, 8 heures sur quelques jours. Pourquoi? Parce qu'alors, ça donne justement la possibilité des personnes qui travaillent de revoir leur retournement sur les impôts pour aller chercher les documents officiels dans la commune. Ouais. Donc, tu vois déjà, ce que nous, on veut faire, c'est le national, il reste, on veut renforcer le national, on veut renforcer les provinces et tous les 6 parlements qu'il y a en dessous de là, on veut en fait ne plus les avoir. Donc, la région wallonne, la région flamande, etc. Pourquoi est-ce qu'on doit les avoir? Pourquoi? Parce qu'on a les partis politiques qui, justement, ils aiment avoir ça. Parce qu'alors, il y a cette possibilité de tout le temps crier sur « Ah, la N-VA et le Wens-Blank sont mauvais. Ah, le PS et le MR sont mauvais. » Mais nous, on ne veut pas avoir ça. Nous, on veut justement créer de l'unité dans la Belgique.
Moi, je pense que si tu proposes un système d'anticorruption et les communes sont ouvertes jusqu'à 7 heures, comme ça je peux y aller pour une fois, parce qu'elles sont toujours fermées quand moi je termine le travail, je pense que tu vas avoir beaucoup de gens qui seront d'accord, quoi. Et du coup, on va sauvegarder sur les coûts parce qu'il y aura moins de fonctionnaires à payer tout en gardant la fonctionnalité de notre pays pour pouvoir le réinvestir en éducation, innovation. Et moi, j'ai envie de te challenge de... écoutez, le monde avance super vite en fait. Les technologies auxquelles on a accès, que ce soit technologie blockchain ou IA, tu parles de vérification de compte, c'est basique. On n'a littéralement plus besoin que ce soit les êtres humains qui le font. Si on veut enlever des coûts obsolètes pour les réinvestir dans le futur, ben, je pense qu'il faut pencher sur ces technologies pour soutenir l'action gouvernementale, quoi. Exactement. Et ça vient, ça c'est en fait le troisième point, c'est d'avoir une digitalisation dans tout ce qui est, tout ce qui est la gouvernance de la Belgique. Alléluia, merci, quoi. Enfin, un politicien qui le dit, quoi. Parce que... mais pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, elle est pas, il y a des personnes qui travaillent dessus, mais on va pas se mentir. Nous, par exemple, pour créer le parti politique, l'UNI, eh bien, on devait aller dans la commune. D'abord, on devait appeler le moniteur belge, dire qu'il y avait un problème avec notre signature. Puis, on est allé là-bas. Et d'abord, on ne pouvait même pas rentrer. J'ai dû rappeler la personne pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Une fois qu'on était dans le bâtiment, la personne a checké. Il disait « Ah non, tu dois repartir dans la commune. Pourquoi ? Parce que une fois que tu as 18 ans, tu dois faire activer ta carte. » Mais personne ne sait ça. Ouais. Donc, et c'est la même chose, il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de signer nos listes électorales avec leur carte EED. Et eux, vu qu'ils n'ont pas encore activé leur carte, eh bien, ils ne peuvent pas signer. Et ils se disent, c'est quoi le problème ? Et pourquoi ? Parce que justement, on a créé des règles qui sont pas efficient, comme on dit en néerlandais. On peut avoir des règles qui sont beaucoup plus efficaces, des trucs qui vont automatiquement et qui aident justement la population. Et comme ça, la population n'a pas le ras-le-bol dans la politique qui dit « Ah, il y a encore des règles qui nous font chier. » Et que donc, moi avant je travaillais à vendre des softwares aux hôpitaux pour essayer d'améliorer le fonctionnement des hôpitaux et qu'on guérisse plus de patients. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans tous les départements d'un hôpital, c'était comme tout plein de petites tribus comme ça. Des tribus qui se détestaient, ils utilisent tous des softwares différents. Donc tu veux avoir une communication à travers tout l'hôpital ou vouloir intégrer quelque chose à tout l'hôpital pour le patient, c'était quasi impossible parce qu'il fallait l'accord de 12 personnes différentes dont 8 se détestent. Et que moi je vois dans un pays aussi fragmenté que le nôtre, donc on veut digitaliser le fonctionnement de notre gouvernement, il ne faut pas tomber dans ce travers-là, quoi. Donc toi qui veux réunifier et Oui, une centralisation. Après ça veut dire, nous on est aussi, tout ce qui est liberté, on aime la liberté dans l'Uni. Donc ça veut dire qu'on veut tout ce qui est big data, ça nous fait un peu peur. Oui. Mais en même temps, on doit travailler avec le data qu'on a. Donc avoir des systèmes qui sont centralisés, qui justement... On ne veut pas avoir la digitalisation pour rendre plus difficile. On va avoir la digitalisation pour avoir une efficacité dans la Belgique, dans tous nos systèmes belges, qui est bien meilleur. Le truc qui est vrai, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Donc, nous, ce qu'on voit dans l'Uni, c'est qu'on veut avoir un État qui est plus efficace. Et si l'État est plus efficace, le moteur de la Belgique est plus efficace, alors les entreprises vont aussi continuer. On ne veut pas tout le temps avoir l'État qui attend 20 ans, 30 ans avant que voilà, cette entreprise ait vraiment fait quelque chose, un businessman qui fonctionne très bien. Et puis l'État va dire, ok, alors on va aussi commencer à digitaliser nos procès. Non, que l'État soit aussi partie prenante de cette digitalisation, qu'elle suit les développements des entreprises et des petites ASBL. C'est ça qu'on doit avoir dans la Belgique. Qu'il soit quasi comme un acteur dans mon business, qui doit être là, cutting edge, vraiment... Oui. J'utilise toutes les technologies, je vois ce qui fonctionne plutôt qu'attendre que tout le monde teste et puis les appliquer. Ouais. Le gouvernement doit être un acteur de la société. Ouais. Et c'est ça que l'UNI veut avoir. Ok, ben je veux dire, le truc qui fâche peut-être, mais c'est en mode, je sais pas si tu connais, moi je suis très tech, hein, donc c'est comme ça, mais tu vois ce que c'est la blockchain ? Oui. Ok, donc c'est une façon de stocker de l'information. Mais l'avantage, c'est que c'est décentralisé, voulant dire tout le monde a une copie de ce qui est en train de se passer sur notre base de données. Toi, tu avais dit, on a peur de big data, on a peur que l'État a toutes nos données, qu'on devienne comme la Chine, un credit score system, etc. Ben, avec la blockchain, tu pourrais voir, toutes mes données sont là et que personne ne les a bougées et que personne ne peut tricher sur le système. Et moi, quand j'ai vu la technologie, évidemment, c'est utile dans le monde financier, mais je me suis instantanément dit, c'est hyper utile pour le monde de la politique. Société, oui, aussi. Parce que si le citoyen peut voir exactement où ces données sont, il sait que c'est intruquable, il peut ne qu'à avoir confiance, quoi. Oui. Après, ça c'est vraiment un nouveau débat qui se relance. Et là, on retombe dans la question des innovations. Je pense que ça serait un truc qui serait intéressant. Mais tu vois, dans un autre épisode, de vraiment parler de la blockchain
et de ce big data qui devient de plus en plus important dans notre société. Nous, pour le moment, on n'a pas encore de proposition sur est-ce qu'on veut vraiment avoir le côté blockchain, est-ce qu'on va avoir cryptocurrency, est-ce qu'on va avoir une monnaie unique européenne, digitale, comme on est en train de parler dans la commission maintenant. Donc, pour nous, c'est ce genre de questions, c'est la société qui doit en parler. Ce n'est pas juste le parti politique qui doit venir. Le parti politique doit venir et doit dire nous voulons avoir ce changement comme ceci dans le gouvernement et dans la société. Mais il y a des questions qui sont plus grandes que juste un parti politique. Et donc, la question de blockchain, c'est une question comme ça. C'est comme celle-là. On peut avoir des partis politiques qui sont en faveur, d'autres qui ne sont pas en faveur. Nous, la l'UNI, aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse. Et c'est être honnête. Non, évidemment, et que c'est justement à d'office, on va en parler, que je vais mettre ça sur la table, mais que l'appliquer à un niveau national, ça faudrait une étude énorme. Moi, ce que je prends d'ici, vraiment quelque chose d'hyper favorable, c'est le gouvernement comme acteur de la société qui est prêt à cette digitalisation, qui est prêt à essayer des outils et qui n'est pas dernier à le faire 30 ans après. Oui, qui suit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres gouvernements qui sont vraiment très, très en arrière. Par exemple, l'Allemagne. Et on voit que maintenant, l'Allemagne est en train de petit à petit retomber dans une récession. Et pourquoi ? Parce que les entreprises, elles ont digitalisé, mais le gouvernement n'a pas digitalisé. Ils utilisent encore tout le temps la fax machine. Donc la vieille fax, oui. Et donc, nous, en Belgique, on n'est pas à ce stade-là, mais on n'est aussi pas dans un stade de digitalisation. Donc, voilà. Si nous, on veut revenir dans un des leaders dans tout ce qui est la quatrième révolution industrielle, on va devoir changer aussi nos procès dans notre pays et dans la gouvernance du pays. Absolument, mais pour moi, c'est un fil rouge qui fait sens, diminuer les coûts et pouvoir les réinvestir et parier sur le digital, etc. Mais on a pas mal parlé. Et je vais te challenge, et est-ce que tu sais me résumer ce que tu viens de dire en 2 minutes 30 ? Je regarde la caméra ? Vas-y, essaye. L'UNI est un parti politique qui veut justement avoir beaucoup plus d'union entre les francophones, les néerlandophones et les germanophones. Pourquoi ? Parce qu'avec une position sur la démocratie, sur l'innovation et sur l'éducation, nous pouvons créer de notre pays vraiment un pays qui va dans le futur. Et nous sommes des jeunes qui sont impliqués dans cette bataille, dans ce combat, pour unir plus la Belgique, parce qu'on en a besoin. Parce qu'on le voit aujourd'hui dans le désespoir dans la politique, mais pas juste seulement dans la politique, aussi dans l'éducation. On a des personnes qui ne peuvent pas avoir les mêmes opportunités que nos grands-parents avaient. Et c'est ça, en fait, que nous, on veut redonner. On n'est pas un parti négatif, on n'est pas la NVA, nous ne sommes pas le Vlaams-Belang, nous ne sommes aussi pas le MR et le PS, qui ont beaucoup trop de corruption dans eux-mêmes. Nous sommes vraiment un parti politique qui veulent changer les choses. Et c'est ça l'UNI. Bravo, c'est dans 30 secondes, dans une minute. Non, c'est bien, c'est toujours difficile. Je suis commercial, de quoi on te demande. Non, mais bien fait. Et du coup, parce que ça fait quand même un moment qu'on parle, ici l'UNI est en train de récolter des signatures et pas des votes pour pouvoir se proposer. Est-ce que tu saurais vite fait expliquer quelle est la différence et comment on ferait pour pouvoir soutenir l'UNI ? Correct. Donc pour le moment, on est en train de chercher des signatures dans chaque province pour pouvoir se présenter. Donc on va aussi avoir un moment où on va demander à des personnes, des personnes qui nous regardent aujourd'hui, de devenir candidats pour l'UNI. Donc la question est combien de signatures on doit avoir pour nos provinces. C'est entre 200 et 500 signatures par province. Excusez-moi. Et donc avec ces signatures, on peut se présenter. Ce n'est pas un vote, mais on a la possibilité de se présenter aux élections. Donc si vous nous regardez, vous nous dites « Ah, ça a l'air d'un chouette projet et je veux aider ce parti démocratiquement », signez nos signatures, signez la signature, comme ça on peut se présenter aux élections de 2024. Ok, donc vous gardez votre vote, mais si vous croyez dans ce jeune homme, comme moi je crois dans ce jeune homme, le lien est dans les commentaires. Et merci beaucoup Charles, et je pense que notre prochain podcast, on va prendre un de ces sujets, peut-être pas tech, même si j'adore la tech, et la creuser un peu plus. Parfait, allons faire ça. Merci beaucoup.